liées aux candidats en lice. Le Conseil national de la communication fustige et fait remarquer notamment que des médias mettent en avant des candidats plus que d'autres. Sur le terrain, la campagne se poursuit. Les candidats continuent de parcourir les 4 coins du Cameroun à la conquête des électeurs. En meeting dans le nord-ouest, Cabral Libi a réaffirmé sa volonté de résoudre la crise anglophone par le dialogue. Le dialogue qui était également au cœur des concertations entre le RDPC et des communautés vivant en Kola-Famba. C'était ce jeudi, un moment d'échange qui aura permis aux partis de mobiliser en faveur de Paul Biya avec de grandes annonces. En fin de journal, nous aurons dans le fauteuil de l'invité Joël Kouemo, vice-président de la commission départementale de campagne du RDPC dans la Mefou et à Famba. Dans ce journal, il sera également question de la journée mondiale de l'enseignant. Vous le savez, elle se célèbre le 5 octobre prochain. Focus ce midi sur les conditions de l'enseignant au Cameroun. Et puis ce vendredi, suite de notre série mensuelle consacrée au cancer féminin. Focus ce vendredi donc sur le cancer du sein. Mesdames, Messieurs, vous avez le sommaire. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au journal sur Capital FM. Je vous le disais donc en titre, le Conseil national de la communication tire la sonnette d'alarme sur certaines dérives médiatiques dans la couverture de la campagne électorale. Lors d'un premier point de presse donné ce jeudi à Yaoundé, le président Joseph Chebonken Kalaboutsou a appelé les médias à plus de professionnalisme et de responsabilité. Le compte-rendu d'Adrien Dikwes-Ayakan. Une semaine seulement après le coup d'envoi de la campagne électorale, le Conseil national de la communication hausse déjà le ton. Joseph Chebonken Kalaboutsou, son président, alerte sur de graves dérives dans la couverture médiatique. Ce point de presse s'inscrit dans le cadre de la veille permanente des membres du Conseil national de la communication selon les dispositions du décret présidentiel du 23 janvier 2012 qui réorganise le Conseil et a pour objectif de partager avec les professionnels des médias ainsi que l'opinion nationale et internationale nos observations, nos analyses et nos recommandations destinées à garantir une couverture médiatique responsable et respectueuse des principes d'égalité, d'équité et de pluralisme. Dans le viseur du CNC, la CRTV Web, accusée de favoriser certains candidats dans ses affiches de campagne. De la dénonciation par le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, sur sa page Facebook, eu égard à une affiche publié par CRTV Web qui met en exergue avec quelques disparités l'ensemble des candidats en lice pour cette élection présidentielle. La CRTV est interpellée à cet effet. Le CNC a également pointé la diffusion en boucle du spot du candidat Paul Biya sur Dash TV ainsi que la retransmission en direct par Canal 2 International d'un meeting du RDPC à Bafoussam, des pratiques jugées contraires au principe d'équité. Autre rappel à l'ordre, l'interdiction de donner la parole à la société civile pendant la campagne. Les débats télévisés doivent rester un espace réservé aux seuls candidats et à leurs représentants. Joseph Chebonken, une fois de plus. Il y a lieu de rappeler ici que les récentes prescriptions du Conseil national de la communication demandent aux chaînes de télévision de mettre un terme à cette pratique durant les 15 jours de campagne électorale pour ne donner la parole qu'aux candidats ou à leurs représentants, la saine compétition électorale n'étant réservée aux candidats et à leurs représentants en destination des électeurs pour une choix conséquente. Et puis, la menace est claire, fini la tolérance pour les discours de haine qui prolifèrent sur le numérique. De l'appel à l'affrontement intercommunautaire et à la sédition de la propagation des discours de haine par l'activiste camerounais surnommé Amer Kamer. Sur sa page Facebook éponyme à ce sujet, le Conseil se réserve le droit de saisir l'antique aux fins des mesures appropriées. Le CNC appelle médias et acteurs politiques à la responsabilité. Objectif, garantir une campagne équitable, apaisée et sans débordement d'ici au scrutin du 12 octobre prochain.
Ce point de presse a également donné l'occasion au président du Conseil national de la communication de présenter aux médias les ordinateurs et autres outils numériques offerts par les Nations unies, un appui matériel destiné à renforcer les capacités du CNC dans le suivi des médias en ligne et dans la traque des acteurs des discours de haine. Je vous invite à écouter à cet effet Abdelrahman Diop, il est chef d'émission de l'Organisation internationale pour les migrations. Il répond dans cet extrait sélectionné par Adrien Dikwasa-Yakan. Le thème des Nations Unies, comme vous le savez, a été sollicité par le gouvernement du Cameroun pour apporter un soutien au processus électoral. Cela a déclenché une mission de la part du secrétaire général des Nations Unies au regard de son attachement particulier pour ce pays. Et cette mission a permis d'identifier certes des opportunités, des forces, mais aussi un certain nombre de faiblesses. Et vous le savez, aucun acteur ne peut de façon individuelle apporter des réponses à l'ensemble des défis qui se posent dans tous les secteurs et en particulier dans un secteur aussi important que celui du processus électoral. De ce point de vue, le système des Nations Unies a identifié parmi les menaces une qui d'ailleurs est commune à l'ensemble du monde entier, en particulier à cette région, la question des discours de haine. Discours de haine qui, lorsque ne sont pas suffisamment monitorés, suivis, peuvent déboucher sur un certain nombre de conséquences fâcheuses. De ce point de vue, l'UNESCO a bien voulu, dans le cadre de son mandat assez spécifique et à travers elle, l'ensemble du système des Nations Unies, apporter une modeste contribution au Conseil national de la communication. Et c'est cela que nous avons apporté ce matin à travers un certain nombre d'équipements informatiques pour permettre à ce que, à partir de la salle de suivi, il puisse y avoir une observation constante des discours qui sont véhiculés sur la toile afin de permettre à ce que le processus électoral du Cameroun soit inclusif, soit transparent et bien entendu aboutisse à un processus de paix au sein de ce grand pays. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Il est 12h passées de 8 minutes à Yaoundé. Vous écoutez Capital Info, midi sur Capital FM. Prenons à présent la température de la campagne électorale sur le terrain. À Yaoundé, Pierre Kouemo a promis de mettre fin aux coupures d'eau et d'électricité, notamment en nationalisant les entreprises stratégiques. Le candidat de l'Union des mouvements socialistes, UMS en abrégé, a poursuivi sa campagne auprès des commerçants de plusieurs quartiers de Yaoundé, parmi lesquels Messassi, Etoudi et Etouameki, et ce, malgré la pluie. Après le littoral, le Serge Espoir Matomba a entamé dans la région du centre. Ce jeudi, sa campagne, le candidat du PURS était à Boumniebel où il a salué la mobilisation de ses partisans en faveur de son message de rupture, de souveraineté et de liberté. Il est également allé dans la localité de Matomba. Jacques Boga-Agbé, de son côté, c'est le candidat du MCNC, était également dans la région du centre ce jeudi. Il a exclu toute coalition avec d'autres partis et dit rester fidèle à la voix de ses fidèles partisans. Cabral Libi était donc à Bamenda ce jeudi 2 octobre 2025. Le président du PCRN a placé la paix et la réconciliation au centre de sa campagne dans le chef-lieu du département de la région du Nord-Ouest. Voilà, le président du PCRN a délivré des messages forts insistant sur sa volonté de résoudre la crise anglophone. On fait le point avec Lorraine Ekwemi. À Bamenda, la vague orange se positionne comme la solution pour une éventuelle sortie de crise. Dans une région meurtrie de plus près d'une décennie par les violences, le candidat Cabral Libi a expliqué que tous les conflits finissent par des négociations et des accords de paix. Pour lui, la crise en cours n'en fait pas une exception. La voie militaire ne peut constituer une issue définitive et seule la recherche d'un dialogue franc et inclusif permettra de restaurer la confiance et ramener la sécurité, relancer également la vie sociale et économique. Au-delà du simple constat, Cabral Libi a établi un lien direct entre le retour à la paix et la réalisation des promesses électorales. Selon lui,
Aucun projet d'avenir, qu'il s'agisse d'éducation, d'emploi, d'infrastructure ou de gouvernance, ne saurait prospérer tant que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivent dans la peur et que les activités économiques demeurent paralysées. La fermeture des écoles, des marchés et des services publics illustre selon lui l'ampleur des pertes que subit l'ensemble du pays. Le candidat du PCRN estime qu'ignorer cette réalité serait une erreur stratégique en politique. En ce sens, il représente la réconciliation nationale comme la pierre angulaire de son programme, condition sine qua non à la transformation du Cameroun. Lors de son meeting, Cabral Libby est également revenu sur un épisode sensible de son parcours, sa demande d'instauration d'un état d'urgence dans les régions anglophones après l'attaque meurtrière contre les élèves à Kumba en octobre 2020. Reconnaissant que cette déclaration avait suscité des incompréhensions, il a précisé que son intention n'a jamais été de plaider pour une militarisation accrue de la zone. Son idée, selon lui, était d'imaginer un dispositif temporaire permettant d'assurer la protection des civils et d'accélérer la fin des hostilités. Le même jour, Cabral a également animé un meeting en Konsomba dans la région du Mongo, mais si la mobilisation y a été notable, l'essentiel de l'attention politique et médiatique est resté concentré sur Bamenda pour cause à portée symbolique d'un discours axé sur la crise anglophone prononcé dans une ville au cœur du conflit dépasse de loin les enjeux électoraux locaux. La journée du 2 octobre a été marquée par une double démonstration de force. D'abord, une tournée qui témoigne de la vitalité de la campagne du PCRN, mais surtout une prise de parole à Bamenda qui restera comme l'un des moments forts de la présidentielle 2025. Pour Cabral Libby, la paix est la clé de la voûte de tout changement et c'est autour de ce projet qu'il entend rallier la confiance des électeurs le 12 octobre prochain. D'autres candidats étaient sur le terrain ce jeudi à travers le territoire national. Bello Bouba Maïgari était à Guidère dans la région du Nord. Le candidat de l'UNDP a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances à la famille d'un camarade du parti décédé avant le début de la campagne en la personne du maire de Guidère, Younoussa Bouba. Le candidat Hiram Samuel Iodi est arrivé jeudi à Douala, dans la région du littoral, pour la deuxième phase de sa campagne. Après le septentrion accueilli par ses partisans à Newbel, il a rencontré plusieurs autorités administratives à Deido avant de poursuivre ses échanges avec les populations locales. Et puis de retour de Koussiri, Issa Tiroma Bakari débarque à Yaoundé ce vendredi. Le candidat du FSNC tient tout à l'heure à 13h un meeting du côté du lycée de Tinga, c'est donc ici, dans la capitale camerounaise. Du côté du parti au pouvoir, le méga meeting de lancement de la campagne ce mercredi dernier en Kola Famba, dans le département de la Mofoué à Famba. La commission départementale chapeautée par le ministre du Commerce est revenue hier jeudi pour des échanges plus proches avec des communautés vivant dans l'arrondissement. Un mot d'ordre tous unis derrière Paul Biya. Voici le grand reportage de Jean-Séraphin Kou. Comme promis la veille, la commission départementale de la campagne du RDPC dans la Mofou et à Famba est revenue hier en Kola Famba, une séance de travail de grande substance dirigée par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana, président de la dite commission. Entouré des membres de son équipe, entre autres le ministre et président directeur général du groupe Saint-Christophe Joël Kouemo, vice-président, le ministre Roger Melingui, par ailleurs, président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. Des échanges francs au cours desquels la commission est allée droit au but en rappelant l'enjeu majeur de l'élection à venir, la victoire du président Paul Biya au soir du 12 octobre. Le président Paul Biya est en un point douté l'homme de la situation, lui dont les réalisations parlent dans tous les domaines. Nkola Famba est aujourd'hui complètement transformé. Routes, écoles, instituts de formation sont d'actualité et ces bienfaits doivent susciter la reconduction sans réserve de leur promoteur, le président Paul Biya. Toute chose approuvée par les communautés vivant sur place,
Christian Mabom, représentant des mototaximens. Plus de 850 conducteurs de motos sont enregistrés dans les différents bureaux de vote de l'arrondissement de Kola-Famba et détiennent des cartes des lecteurs. Et c'est l'œuvre menée des mains du bureau de coordination que nous avons la charge de diriger. C'est là pour dire, nous ne serons laissés notre pays aux vendeurs d'illusions. L'activité que nous menons aujourd'hui, prônée depuis 2008 par un champion, j'ai nommé le président Paul Biya. Et vous pouvez compter sur nous quant à la réussite de son Excellence Paul Biya le 12 octobre prochain. Sa Majesté Laurent Barga, chef de 3e degré du 10e arrêt Nkwaban, représentant des chefs de Nkola-Famba, le confirme. Je peux dire, la main sur le cœur, que nos frères moto-taximens sont vrais. Quand ils décident de faire, ils font et ils le font bien. La communauté des ressortissants de l'Ouest est dans la même foulée. Le président Paul Biya est un bâtisseur. Eugène Tella est formel. Nous savons très bien, pour ceux qui le connaissent, que quittant l'aéroport de Bafoussam pour Kwekong, au stade, il n'y avait pas de route, la route n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un boulevard qui est donné aux populations de ce côté. Nous savons que quittant derrière l'hôpital central jusqu'à le quartier Tungang, passant par Tchitchap, ce n'était pas une route praticable. Aujourd'hui, c'est un boulevard qui est donné là-bas. Avec tout ça, nous n'allons pas permettre qu'on écoute ce que les uns veulent dire. Le président Paul Biya a tout donné à l'Ouest, si je peux dire comme ça. Mais petit bémol tout de même, selon Sa Majesté Laurent Barga, cette communauté n'avait pas bien joué sa partition en 2018. Nous avons des ancêtres qui ne sont pas contents de nous. Nous l'avons accepté en 2018 et nous souhaitons justement que nous jouions franc jeu en 2025. Nous vous avons accepté à Nkola-Famba et vous savez qu'il fait bon vivre à Nkola-Famba. Ne nous décevez plus. Donc je pense que ça sera le 100% que nous déclarons ici. La communauté en question est en phase avec les chefs sur le point de cette intégration réussie. Nous sommes ici à Nkola-Famba. Nous sommes acceptés. Nous vivons d'ailleurs chez nous. Je ne veux pas dire comme chez nous. Nous vivons chez nous. Il y a des majestés ici que lorsque je veux rencontrer, je n'ai même pas besoin de demander l'audience. Quand je veux rencontrer le maire, je n'ai pas besoin de demander l'audience. Parce que nous sommes intégrés et nous vivons ici chez nous. La communauté réaffirme sa détermination à voter Paul Biya le 12 octobre prochain. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, je pense que lorsque j'ai discuté la dernière fois avec les ressortissants, ils m'ont encore rassuré que le meeting qu'on a tenu ici les a d'office éclairés. Et ils ont dit il n'y a pas d'erreur. Nous allons donner un 100% au président de la République au soir du 12 octobre. L'homme d'affaires Joël Kwemo s'est engagé à faire lui-même le porte-à-porte, lui qui promet de mettre fin aux coupures d'eau à Nkola-Famba. Victoire de Paul Biya, point final. Et nous reviendrons sur cette actualité en fin de journal avec notre invité, Joël Kwemo, vice-président de la commission départementale de campagne RDPC pour la Mefou et Afamba. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Il est 2h passées de 19 minutes à Yaoundé. Vous écoutez Capital Info midi sur Capital FM. À 48 heures de la célébration de la journée de l'enseignant au Cameroun, le tableau est contrasté. Les enseignants, piliers du système éducatif, continuent de réclamer reconnaissance et dignité. Arriérés de salaire, climat d'insécurité, entre autres, restent au cœur du débat public. L'analyse de Griffith Ngomango. La journée mondiale des enseignants, célébrée chaque 5 octobre, sonne comme un rappel à l'ordre. Dans les salles de classe du pays, la vocation se heurte trop souvent aux réalités d'un métier fragilisé. D'abord, la question salariale. Depuis plusieurs années, les enseignants dénoncent les arriérés de traitement et le retard dans le paiement des prestations dues. En mars 2025, le gouvernement a reconnu une dette estimée à plus de 277 milliards de francs CFA envers le corps enseignant. Des engagements ont été pris pour résorber ces arriérés, mais sur le terrain, la grogne demeure. Les grèves de 2024 et 2025, parfois illimitées, ont illustré l'impatience d'un corps professionnel en quête de justice sociale. À cette précarité financière s'ajoute une insécurité grandissante. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les enseignants
enseignants sont devenus des cibles. Attaques, enlèvements, intimidations. Les rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International décrivent un quotidien marqué par la peur. Des centaines d'écoles sont restées fermées, des enseignants déplacés ou contraints à l'exil, mettant à péril le droit à l'éducation de milliers d'élèves. Le défi est aussi structurel. En dehors des zones de crise, les enseignants font face à des classes surchargées, à des établissements en ruine et à un manque criant de matériel pédagogique. Le déficit de formation continue et les lenteurs administratives pour l'intégration et la titularisation aggravent le sentiment de marginalisation. Malgré des recrutements ponctuels, la gestion des carrières reste opaque et source de frustration. Pourtant, malgré ce contexte, l'enseignant camerounais reste au front. Sa résilience se traduit par une capacité à tenir la craie, parfois avec des moyens dérisoires, et à préserver l'avenir de générations entières. Mais jusqu'à quand cette abnégation pourra-t-elle récompenser l'absence de réformes profondes? En filigrane, c'est l'avenir de l'éducation au Cameroun qui se joue. Si la profession enseignante n'est pas valorisée, si ses conditions de vie et de travail ne sont pas améliorées, le pays risque de payer le prix fort. Une jeunesse mal formée, un système éducatif déstabilisé et une société fragilisée. Et cette journée est également l'occasion de mettre en lumière le quotidien souvent méconnu des enseignants, ces hommes et femmes qui forment des générations de demain. Des classes surchargées, moyens limités, cours de répétition pour joindre les deux bouts. Notre reporter Alan Tekam est allé à la rencontre de Muriel Etogo. Elle est enseignante. Voici son reportage. Un quotidien rythmé par le dévouement et la fatigue. Muriel Etogo, enseignante et diplômée d'un Master 2, nous ouvre les portes de sa vie professionnelle. Cela fait pratiquement 5 ans que je suis dans le métier d'enseignement. Je l'ai choisi pour poursuivre mes études. Vu les conditions de vie défavorables, mes parents n'arrivaient plus à me payer les frais d'université. Ayant le quatrième, j'ai choisi faire l'enseignement pour pouvoir trouver les moyens nécessaires pour non seulement payer mes frais universitaires, également gérer mon transport et ma prise en charge personnelle. Mais la passion a un prix, son quotidien chargé, les moyens limités et l'ambiance parfois tendue. La réalité est rude et la principale difficulté reste la reconnaissance, le salaire insuffisant et le poids des responsabilités considérables. Pour joindre les deux bouts, Muriel donne des cours particuliers. Assez d'élèves, disons 50 à 60 élèves par classe pour une seule personne, pour un enseignant. Ce n'est pas chose aisée. Et en dehors des heures de classe, je fais les remises à niveau pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce que nous savons comment sont traités les enseignants au privé. Nous n'avons pas les mêmes priorités que les enseignants du public. Alors pour parvenir à survivre au quotidien, nous nous trouvons dans l'obligation de faire les cours de répétition pour augmenter un peu notre revenu. Ces répétitions comportent elles aussi leurs défis. Les déplacements fréquents, la fatigue accumulée et les attentes parfois irréalistes des parents rendent le quotidien éprouvant. L'impact sur sa vie personnelle est tangible. Entre le travail à l'école et les coûts à domicile, elle consacre très peu de temps à sa famille et sa santé en souffre. La difficulté première que je rencontre sur ces cours de répétition, c'est la fatigue. Nous sortons à 14h30, 15h par là. Et après les cours, après avoir passé toute la journée à l'école, il faut maintenant prendre le taxi pour suivre les cours de répétition jusqu'à 20h et exposé au froid. Ma santé est exposée et il en dépend. En dépit de ces défis, la passion de Muriel Etogo pour l'enseignement reste intacte. Rappelons que derrière chaque élève qui réussit, il y a un enseignant qui se donne sans compter. Dans la page santé de votre journal, suite de notre série consacrée à Octobre Rose, vous le savez, c'est cette campagne mondiale de sensibilisation au cancer féminin. Au Cameroun, le cancer du sein reste un véritable problème de santé publique. Pourtant, des gestes simples permettent un dépistage précoce et peuvent sauver des vies. Plus de détails avec Jaye Les Audios. Première cause de décès par cancer chez les femmes, le cancer du sein peut pourtant être détecté précocement grâce à des gestes simples. Pour la spécialiste en santé de reproduction Christelle Safo, il s'agit avant tout
de mieux connaître son corps. Il y a 3 étapes à respecter. La première chose, c'est l'observation qui se fait devant un miroir. La deuxième chose à faire, c'est l'autopalpation des seins. Et la troisième chose, l'examen des mamelons. Des gestes et observations qui doivent être régulières pour avoir toute son efficacité, car ce n'est pas une habitude ponctuelle qui sauve des vies, mais bien une pratique intégrée à la routine des femmes dès le plus jeune âge. Il est recommandé de le faire 3 à 5 jours après avoir terminé nos menstrues, dans nos règles. Pourquoi? Parce que après ces 3 jours, les seins sont moins durs. Ça doit se faire chaque mois. Il faut que le sein soit plus souple, plus accessible, plus malléable. Et là, ça serait facile donc de bien examiner. Sinon, on pourra confondre quand il y a une turgescence au niveau du sein. Pendant les menstrues, on peut confondre la masse qui est présente à une masse anormale alors que ce n'est pas le cas. Au-delà de la prévention, il y a aussi la vigilance face aux signaux d'alerte. Souvent ignorés, ces signes sont pourtant clairs et doivent vous pousser à consulter immédiatement. Christelle Safo, à nouveau. Premièrement, on peut avoir une apparition d'une boule ou d'une masse dans le sein ou sous le bras ou même sous la clavicule. Ce n'est pas anodin de signaler cela. Une boule dure qui est présente, qui peut être fixe ou qui peut être même légèrement mobile. Elle peut aussi ne pas être douloureuse. Même si la masse est douloureuse ou pas, venez à l'hôpital. On a une modification de la peau du sein. Une rougeur peut apparaître, un aspect de la peau d'orange, l'œdème, oui. Octobre rose est un rappel à chaque femme que sa santé est entre ses mains. L'auto-examen, la vigilance et la consultation précoce sont aujourd'hui des armes les plus simples, mais aussi les plus efficaces dans la lutte contre le cancer du sein. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Dans l'actualité sportive, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables Marc Brice vient de dévoiler la liste des joueurs convoqués dans le cadre des prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026. On y retrouve parmi les gardiens André Onana ou encore Davis Epassi. Chez les défenseurs, on retrouve entre autres Jackson Tchatchoua, Jean-Charles Castelletto, Nurutolo ou encore Michel Gadeux. Parmi les milieux de terrain, Zambo Anguissa ou encore Carlos Baleba. Chez les attaquants, Christian Bassogog, Brian Bomo ou encore Eric Maxime Choupo-Moting. Quelques absences sont notamment remarquées, notamment celle de Christopher Wo, Enzo Boyomo ou encore Harold Moukoudi. Et justement, c'est dans le cadre donc des 2 confrontations face à l'île Maurice et l'Angola, 2 rencontres décisives pour une sélection désormais condamnée à un parcours sans faute dans la course au Mondial 2026, dites-vous, Griffith Ngomongo. Les Lions indomptables jouent leur suivi dans la course à la Coupe du Monde 2026. Battus par le Cap-Vert lors de la dernière journée, les Camerounais ont compromis leur chance de qualification directe. Désormais à 4 points du leader du groupe, ils doivent impérativement s'imposer face à l'île Maurice le 8 octobre, puis contre l'Angola le 13 octobre à Yaoundé. L'équation est simple, 2 victoires obligatoires et en parallèle, espérer un faux pas des requins bleus. Un scénario incertain mais pas totalement improbable, car le Cap-Vert doit encore se mesurer à la Libye, un adversaire coriace. Boris Ebodé, supporter camerounais, résume l'enjeu. Ces matchs ont des enjeux cruciaux pour les chances de qualification des Lions indomptables, parce que depuis notre réveil contre l'équipe du Cap-Vert, cette défaite avait eu un très grand incident sur notre classement dans notre groupe, mais aussi sur le classement général. Pour lui, l'optimisme reste de mise. Mon pronostic est en faveur des Lions indomptables parce que déjà on n'a pas droit à l'erreur, donc nous sommes obligés de gagner. Je vois les Lions indomptables s'imposer dans les 2 rencontres sans aucune difficulté, parce que l'Angola c'est l'équipe la plus coriace parmi les 2. Nous l'affrontons à l'Omnisport et au regard des résultats dans ce stade, nous pouvons dire que nous avons l'avantage. Reste que, même en cas de succès, le Cameroun devra aussi veiller à marquer des buts. La différence pourrait peser lourd dans la bataille des 4 meilleures 2e places, synonyme de barrage. Le verdict
ensuite commencera à tomber le 8 octobre à Saint-Pierre avant l'ultime rendez-vous du 13 octobre à Yaoundé qui s'annonce comme une finale pour l'honneur. 100 mètres du Carrefour Kwabon pour un moment de détente et de gastronomie. Piscine ouverte, chambre climatisée confortable et un restaurant aux 1000 saveurs du Cameroun, d'Europe et d'Asie vous attendent. Idéal pour un dîner, une escapade ou organiser vos événements privés dans un cadre sécurisé élégant. Et enfin, pour les amateurs d'aventure et de sensations fortes, Date Pack à Tradex élevé à seulement 3 km de la Chifiringona vous promet des activités variées et des moments inoubliables pour toute la famille. Jeux, loisirs, découvertes vous garantissent un week-end riche en fun et bien sûr en émotions. Et voilà Charles, vous pouvez rire, vous détendre et vivez pleinement 3 expériences uniques à Yaoundé. Bon week-end. Bon week-end Alan et à vendredi prochain avec le même plaisir. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. La commission départementale de campagne RDPC pour la Mefou et Afamba poursuit ses activités au sein des commissions communales de campagne. Ce jeudi 2 octobre, la commission, chapeautée par le ministre Luc Maglan-Barga Tangana, était dans l'arrondissement de Nkola-Famba, en particulier en Kwaban. De ce côté, des causeries ont eu lieu avec des groupes spécifiques, notamment dans le cadre de la présidentielle 2025. Et pour en parler de manière plus approfondie, nous recevons dans le fauteuil de l'invité le ministre Joël Kouemo. Il est le vice-président de la commission départementale de campagne RDPC pour la Mefou et Afamba. Monsieur le ministre Joël Kouemo, bonjour et merci d'être le grand invité du journal sur Capital FM. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité, monsieur Charles Lacroix. Alors, on en a parlé dans notre journal hier jeudi. Vous avez participé aux causeries en Kwaban avec les communautés et groupes spécifiques aux côtés de la commission départementale de campagne RDPC, où vous êtes d'ailleurs vice-président. Quel était l'objectif principal de ces échanges? Disons, l'objectif de ces consultations d'hier était d'associer tout le monde, c'est-à-dire l'expression du vivre ensemble devait être reflétée durant la campagne. Nous ne devons plus la faire seuls en tant qu'équipe départementale. Associer les communautés vivant dans le département pour qu'elles s'investissent afin que la victoire soit l'une des plus écrasantes de la République. Alors, pendant votre prise de parole à l'endroit des communautés vivant en Nkola-Famba, vous avez rappelé l'importance de rester unis malgré les divergences internes. Comment cette unité se traduit-elle concrètement dans la mobilisation et la vie politique locale? Disons, dans la mobilisation politique, vous avez certainement remarqué que toutes les communautés vivant sur le territoire de Nkola-Famba étaient représentées. Celles du Grand Nord, celles de l'Ouest, celles des anglophones et d'autres tribus. Rien n'était épargné afin que tout le monde participe à cette élection, se sente impliqué et sache pourquoi il est en train de voter parce qu'il s'agit de l'avenir de chacun individuellement. Alors, monsieur le ministre, vous avez fait de grandes annonces en faveur des populations locales, mais aussi de la communauté musulmane, des mototaximens et des commerçants. Pouvez-vous revenir sur ces engagements et l'impact attendu? Oui, des annonces ont été faites. Les populations, elles doivent savoir pourquoi est-ce qu'elles s'investissent. Le septennat des grandes espérances, il s'agit de quoi? Dans le septennat passé, nous avons eu à ériger un joyau architectural comme église. Il faudrait de l'équité parce que le Cameroun est un pays laïque. Nous avons donc annoncé d'ici 2030 la construction de la mosquée centrale de Nkola-Famba pour les communautés musulmanes, qu'elles sachent qu'elles sont chez elles en Nkola-Famba. De deux, les mototaximans, la communauté de l'Ouest qui sont essentiellement commerçantes, il faut les aider, les booster à pouvoir recapitaliser pour mieux s'investir dans leur profession. Nous avons donc annoncé l'ouverture d'une microfinance pour permettre à ce que les projets maturés puissent trouver financement très rapidement parce que tout ne peut pas se faire à partir du pouvoir central. Il faut décentraliser les efforts et c'est ce que nous sommes en train de faire justement dans l'arrondissement de Nkola-Famba.
Au-delà des annonces, Monsieur le ministre, comment le RDPC et son candidat Paul Biya s'assurent-ils que ces engagements se traduisent réellement par des actions concrètes et bénéficient à l'ensemble de la population Ankola-Famba? Il ne s'agit plus des annonces du président Paul Biya ou du parti RDPC. Il s'agit des annonces des élites locales qui, à travers le pouvoir de gestion du RDPC et de son illustre chef Paul Biya, désormais nous avons décentralisé les pouvoirs, les actions. Nous sommes animés par un esprit de solidarité qui fait de sorte que chacun, à ce qui le concerne, dans sa zone, doit pouvoir implémenter. La décentralisation est d'abord individuelle avant d'être étatique. Il faudrait que chaque élite, dans sa zone où elle se trouve, ces élites, par exemple, peuvent se rencontrer, s'unir, mutualiser les forces, mettre les moyens en place pour pouvoir ériger des projets qui vont sortir leur population de l'enclavement. C'est de ça qu'il s'agit dans cette nouvelle façon de faire. Ne pas attendre que l'État fasse tout. L'État ne peut pas tout faire. Aucun État au monde. Il y a des chômeurs aux États-Unis, il y a des chômeurs en France, il n'y a pas de chômage, pas seulement au Cameroun, ça existe partout. Donc l'idée aujourd'hui, la nouvelle dynamique voudrait que les élites s'unissent, mutualisent les efforts, décentralisent ces efforts afin de résoudre de manière profonde et substantielle le problème de la jeunesse qui est celui de l'emploi. Monsieur le ministre Joël Kouemo, vice-président de la commission départementale de campagne RDPC dans la Mefouille à Famba, merci d'avoir accepté de répondre à nos préoccupations sur Capital FM. Soyez-en rassurés, tout ce que nous avons annoncé durant cette campagne sera réalisé. C'est moi qui vous remercie, Charles Lacroix, de m'avoir invité. Merci. C'est la fin de cette édition de Capital Info Midi, préparée par la rédaction sous la coordination d'Angèle Bernfoma. Édition réalisée par Jaël Isodio, à la mise en onde de Paulin Aounan, à la webdiffusion Alex Vando, à la supervision générale Jean-Jacques Zeu. À ces micros de présentation, je suis Charles Akoa. Merci de votre fidélité à nos programmes. Ne manquez pas, à partir de lundi, vos programmes dédiés exclusivement à la présidentielle reviennent, avec notamment Compte à rebours à partir de 14h. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de nos programmes.